Mesdames, Messieurs, nous avons l'immense plaisir, Jean-Yves Aulu et moi-même, Philippe Levesque, coprésident de la Fédération nationale des chambres professionnelles du Conseil, à vous inviter à participer à ce procès du siècle. Nous sommes dans cette université d'été sur un changement de gouvernance. Donc j'ose rappeler qu'en fait, dans nos métiers, nous avons appris à saisir, à anticiper, à accompagner toutes les transformations, mutations, évolutions technologiques, sociales, sociétales et autres. Donc bien évidemment, vous comprenez que le sujet de l'IA nous appartient entre guillemets puisqu'il impacte directement à la fois notre activité professionnelle de conseil ou d'entrepreneur du conseil, mais qu'en même temps, il impacte nos vies de citoyens, de parents et je dirais même plus encore, nos vies dans leur intégralité. D'accord ? Dans l'intégralité de ces surfaces, il y aura des questions, des réponses et j'espère qu'à la fin de ce procès, vous repartirez avec un avis, tranché ou pas. Et rappelons-nous quand même que nous sommes là pour débattre, mais aussi pour avoir des prises de parole un petit peu en dehors de cette scène. Donc je vous remercie, je remercie toute l'équipe d'organisation, et puis on va se revoir juste à la fin. Merci. Merci. Loïc, s'il te plaît. Merci, messieurs les coprésidents. Ravi de voir que la salle est bien remplie malgré les problèmes de la RATP. Je pense que beaucoup d'entre les participants vont arriver au fur et à mesure. Pour être très court, je vais simplement passer la parole aux 3 personnes importantes dans un premier temps qui vont intervenir. Bien entendu, M. Philippe Vivien, si vous voulez monter, qui va présider notre tribunal, et 2 autres personnes, l'un qui est à ma droite déjà debout et qui nous dira comment nous allons pouvoir voter dans la salle, et Alain Pollard qui va être notre procureur virtuel et qui vous dira comment ça se passe d'être procureur virtuel. Je vous laisse la parole. Philippe, c'est à vous. Merci Loïc, merci à tous et à toutes. Quand Loïc m'a dit il y a quelques semaines, juste avant l'été, tu vas venir nous filer un coup de main dans le cadre d'une manifestation qui va s'appeler le procès du siècle, je me suis un peu empourpré, je trouvais que c'était super. Et véritablement, je crois qu'on peut ce matin tous ensemble passer une bonne matinée. Passer une matinée au cours de laquelle on va, j'en suis certain, apprendre beaucoup de choses parce que les limiers de l'organisation vous ont trouvé des témoins, des grands témoins qui ont beaucoup de choses à nous dire. Et ça va être, je pense, quelque chose de très intéressant. Alors, en deux mots simplement pour démarrer, ça a déjà été dit, hein, un peu la règle du jeu. Ce matin. Vous verrez une série de 7 questions ou 7 questions avec des questions qui vont nous emmener sur des vrais sujets. On n'est pas en train de parler de micro-sujets. Là, ce matin, on va aborder des sujets qui sont des sujets importants de fond je dirais, pour aujourd'hui et pour demain. La thématique, je dirais, nous emmène dans quelque chose d'important, intelligence artificielle ou au crépuscule de l'humanité. Je suis normand, j'ai envie de dire que j'espère que c'est ni l'un ni l'autre. Et ça, je crois que ça va être un point important. Point important, 7 plateaux, 7 tables rondes au cours de laquelle je ferai intervenir ces témoins. Ils auront un temps de parole très court, donc je suis vraiment désolé, on est très nombreux et il va vraiment falloir qu'on cadre bien tous chacune de nos interventions. Ensuite, comme dans tout tribunal, avocats et procureurs qui viendront sur la base de ce qu'ils auront entendu des uns et des autres, nous donner un point de vue qui, lui, sera un point de vue tranché. Les uns et les autres, je dirais, pendant les tables rondes, interviendront sur des points de vue tranchés, mais la confrontation des points de vue nous donnera pas mal de choses pour nous nourrir. Et enfin, après, vous allez, chers amis, dans le public, vous allez bosser. Parce qu'il va bien falloir que vous votiez, et vous verrez, il y aura des votes à la fois, je dirais, au fil de la matinée, et un vote final. Voilà. Et je crois que c'est vraiment ça le point ce matin. Je m'arrête très vite. On va passer très vite aux séquences. J'espère que vous allez passer une bonne matinée. On fera tout avec les témoins pour qu'il en soit ainsi.
et je passe la parole rapidement à ceux qui vont continuer cette édiction des règles. Nous sommes dans un tribunal, il faut qu'il y ait des règles, alors on va mettre des règles. Bonjour. Bon, pour ceux qui étaient là hier, je ne vais pas vous dire que je m'appelle Michel. On a un système donc de vote qui va vous permettre d'intervenir au fil de l'eau. Vous avez tous eu un petit papier sur votre siège. Ceux qui étaient là hier ont aussi entendu qu'il ne faut pas s'en servir tout de suite. Donc ça vous permet, en allant vous mettre sur Klaxoon, donc directement soit avec le Wi-Fi, soit avec votre 4G, etc., de répondre à des questions qui sont en fait les questions en lien avec les thèmes dont vient de parler donc, Philippe pour l'instant. Essayez d'attendre qu'on vous donne la possibilité de voter, donc on vous le dira au fur et à mesure, allez maintenant vous avez 1 minute pour voter, etc. Vous aurez des choix entre 1 et 5, hein, donc vous aurez le droit d'être carrément tranché ou plus ou moins modéré. Et puis, ça ne sera que votre avis qu'on prendra en compte régulièrement, etc. On est d'accord? Ça, c'est le premier système de vote. Juste parce que quand on fait des choses super organisées comme ça, il y a toujours le petit couac qui va bien. Donc, on a une petite modification dans l'ordre des questions et dans la teneur des questions, ce qui fait que le sondage, par moment, ne va être pas tout à fait calé avec ce que vous allez entendre derrière. Donc, je ferai des petites interventions pour vous dire, il y a un petit problème de plomberie, on va s'arranger avec ça. Non, tant pis. Et donc, à la fin, une fois, parce qu'on ne peut pas bien évidemment voter sans entendre bien évidemment tous les procureurs, les témoins et les avocats, donc le vrai vote, il va intervenir de manière très binaire avec 2 petits cartons que vous avez eus normalement tous. Si vous ne l'avez pas eu, ben, vous en demanderez, on vous en donnera. Juste un rouge, donc ça veut dire que c'est la vraie cata, etc., et que l'IA et autres. Un vert, c'est « t'inquiète pas, on maîtrise, il n'y a pas de souci ». Là, pour le coup, je ne vous donne pas de carton blanc au milieu pour dire « je ne sais pas trop ». D'accord? Le carton blanc, c'est dire vous ne votez pas à ce moment-là, puis c'est tout, quoi. Et ça, c'est donc les éléments que nous regarderons pour faire le verdict final. Voilà. Ça va, les règles sont claires? Alors, il y a des gens qui m'ont demandé si ce vote avait un sens. D'accord? Alors, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, je vous ai fait des tickets carrés. Comme ça, il n'y a pas de sens. Enfin bon, merci. Anna, tu veux dire 2 mots? Je suis le procureur virtuel, donc je n'existe pas. C'est parti. Un lancement en dehors de cela ou on y va comme ça? Qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité organique à générer des associations analogiques en général qui tiennent compte de la raison, bien sûr, mais aussi de l'intuition et aussi de l'émotion. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, l'intelligence des ordinateurs? Un mensonge. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a des programmeurs qui programment et qui injectent des programmes dans un ordinateur qui simulent certaines fonctions de l'intelligence humaine et rien d'autre. Il y a des ordinateurs qui sont programmés, qui se programment eux-mêmes, dit-on, et c'est vrai, à partir de métaprogrammes, c'est vrai, qui sont eux-mêmes programmés par des programmeurs humains dans le but de simuler la création d'un certain nombre de solutions, un certain nombre de problèmes. Un ordinateur est et restera définitivement inintelligent. C'est une mécanique. Et moi qui suis un physicien de la complexité, je sais que ce qui est mécanique est au niveau 0 de la complexité. Ça peut être extrêmement compliqué, de plus en plus compliqué, infiniment compliqué, ce ne sera jamais complexe. Ça démarre bien. Ça démarre bien. Ben voilà, je vous propose qu'on passe par cette première question. On peut pas rentrer dans le vif du sujet sans définir un tout petit peu ce que c'est. Et moi, je vous propose pour ce premier plateau 6 témoins. Et j'en appelle à ce qu'ils viennent me rejoindre. Xavier Bruno, et je vais les présenter comme ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc Xavier Bruno, président de Humain, intelligence artificielle embarquée, expert en équipement aéronautique. Xavier, tu viens, tu ne te poses pas de questions. Monsieur Nogès, s'il vous plaît, fondateur et DG de Tacel Innovation.
Alors après, il y a des mots importants. Chief Strategy Officer, Wizy EEM, co-auteur de Dirigeant acteur de la transformation numérique, qui est un joli livre sur le sujet qui nous permet vraiment très vite de comprendre comment ça marche. Philippe Chatalik, maître de conférence, enseignant-chercheur à Paris-Sud. Madame Myriam Lefkowitz, professeur des universités, enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Troyes. Dimitri Nokovic, fondateur et PDG de Armat Gouvernance, et Jacques Prince, membre de l'Institut d'économie, professeur associé à l'Université catholique de Lille, chaire éthique, technologie et transhumanisme. Vous voyez bien que vous avez un plateau de choix. Vas-y Jacques. Vous avez un plateau de choix qui va nous donner beaucoup d'informations sur le sujet. Bon, alors, mesdames et messieurs les témoins, devant une assistance, qui est là pour vous, cette intelligence artificielle, ça existe pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, livrez-nous votre point de vue sur le sujet pour qu'on puisse véritablement rentrer dans le débat de la manière la plus, la plus large possible. Je commence peut-être par Xavier Bruno. Alors, seul sujet, messieurs les témoins, votre temps est limité. 3 minutes, montre en main. Vas-y, ça marche, ça a l'air de marcher. Okay. Ça fonctionne? C'est bon? Bon, bonjour. Oui, alors l'intelligence artificielle, alors sans aller jusqu'à l'extrême de ce qu'on vient d'entendre, moi je parlerais plutôt dans un premier temps d'intelligence augmentée. C'est-à-dire que si on reprend le vocable dans son étymologie, alors si on prend la version anglaise, c'est plutôt la simulation du fonctionnement du cerveau. Si on prend la version, on va dire, étymologique classique, c'est intelligere, c'est comprendre, lier ensemble, c'est-à-dire mettre ensemble, c'est-à-dire comprendre. Donc l'intelligence, c'est quand même la capacité de comprendre, avec les aspects rationnels, comme ça a été évoqué, les aspects psychologiques et irrationnels et de type sentiment humain. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est l'application d'un certain nombre de processus du cerveau humain dans le cadre d'une machine qui elle-même, on peut discuter effectivement, n'est pas forcément intelligente. C'est en fait la façon de déléguer des tâches que l'homme sait faire, mais qui sont mieux faites ou plus rapidement faites par un programmeur, par un programme, donc par un ordinateur. C'est également la façon de déléguer des tâches que l'ordinateur fait mieux que l'homme, parce que sa sensibilité à un certain nombre de valeurs physiques est plus grande. Par exemple, la reconnaissance de visage ou la détection d'un certain nombre d'éléments grâce à des capteurs. L'homme est forcément limité. La machine peut avoir des sensibilités plus importantes. Par exemple, la reconnaissance d'empreintes digitales peut être mieux faite par des systèmes automatiques que par des humains, puisque le système peut être plus performant que l'humain. Et de la même façon, il peut aller plus rapidement, puisque reconnaître un visage dans des milliers d'images, ça va être beaucoup plus vite par une machine que par un humain qui va faire le travail lui-même. Donc en fait, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est la délégation d'une partie du travail humain à des machines. Et dans ce cadre-là, on peut dire qu'elle existe au sens de supplétif de l'intelligence humaine. Elle ne la remplace pas a priori pour l'instant. Elle est prometteuse d'énormes progrès parce que pour l'instant, tout est en développement et on n'a pas encore vu sans doute le début des applications. Donc pour moi, elle existe, mais à condition qu'on prenne une acception du mot avec un peu de précaution. Voilà. Voilà une première approche du témoignage qui mérite d'être complétée. Philippe Chatalik, votre avis sur le sujet? Parce qu'à la fin, il faut qu'on arrive à bien le trouver, ou la trouver, cette intelligence artificielle. Alors, elle existe, elle n'existe pas? Bonjour à tous. Moi, j'aurais envie de répondre par une boutade. Je dirais que la géométrie existe. En fait, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Pour moi, c'est essentiellement un ensemble de travaux, un ensemble de défis que se sont lancés un certain nombre d'ingénieurs et de chercheurs à une époque où on s'interrogeait sur ce qu'on pouvait faire avec des machines. Et au fil du temps, ça s'est développé, ça s'est étendu dans les centres d'intérêt. Je crois qu'à l'origine, il y avait un petit peu ce mythe d'arriver à concevoir un super agent intelligent. On pense tous au fantasme du robot qui est autonome, qui est capable de prendre des décisions. Et on s'est rendu compte que pour arriver à avancer un tout petit peu sur ce chemin, il y avait énormément de choses à faire, il y avait énormément de sujets à aborder. Et ça a lancé tout un tas de
de pistes pour explorer, chercher, trouver, proposer des modèles, et essayer d'avancer. Alors c'est une histoire qui concerne beaucoup de monde. On estime à l'heure actuelle qu'il y a de l'ordre de 300 000 ingénieurs et chercheurs qui travaillent sur des travaux qui sont plus ou moins reliés à ces problématiques. Donc c'est dire que ça n'existe pas, ça serait quelque part un petit peu blessant, peut-être pour tous les gens qui travaillent sur ce sujet. De l'utilité de la recherche. Il y a eu différentes phases dans l'histoire de ce champ d'études, je dirais. Il y a eu des succès, il y a eu aussi des périodes de grand calme. On parle d'hiver de l'IA où il y a eu beaucoup de déceptions, peut-être parce qu'il y avait beaucoup d'espoir qui avait été un peu trop magnifié, on attendait beaucoup. Mais il y a aussi des tas de succès. Aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins directement concerné par des applications d'IA, parfois sans s'en rendre compte, mais quand on se lève le matin... Et puis, certains ont peut-être déjà ces fameux assistants vocaux à qui on peut adresser la parole et qui, des fois, nous répondent des choses sensées. Quand on veut venir à ce magnifique événement qui est le procès de l'IA et qu'on se rend compte qu'il y a une grève du métro et qu'il faut trouver un moyen d'arriver, il faut trouver une solution, et on a des systèmes actuellement qui sont capables d'arriver à nous trouver des solutions, à nous proposer soit un moyen de transport, soit un itinéraire, et qui vont tenir compte de l'état du trafic au moment donné et des conditions. Et ça, c'est clairement des choses qu'on ne savait pas faire il y a encore peu de temps. Donc ça touche tout un tas de domaines. Il y a des grands succès, il y a des grands challenges qui sont lancés régulièrement, comme faire circuler des véhicules alors dans des conditions très protégées. On en est encore probablement très loin des véhicules autonomes. Ça avance par petits pas avec des bons, mais je pense qu'il y a clairement des travaux. Pour ce qui est d'une IA... au sens métaphysique du terme, qui serait capable de faire aussi bien que les humains. Mon avis, c'est qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Chouette. Louis Nogès, votre avis sur le sujet ? Oui, bonjour. Pour donner une réponse simple, l'IA existe, contrairement à ce qui a été complètement. Et on est dedans tous les jours. Et moi, je travaille dans ce domaine depuis quelques années, mais du côté très opérationnel. Alors, il y a évidemment les grands discours philosophiques sur le sujet qui sont passionnants, mais... Bon, juste pour dire un mot, aujourd'hui on parle de ce qu'on appelle l'ANI, l'intelligence narrow, étroite. Après ça, on parle de général quand on est au niveau humain, et puis super après. On est aujourd'hui dans l'intelligence narrow, faible. En clair, toute activité humaine que nous faisons monotâche est faite mieux aujourd'hui par l'intelligence artificielle que par les hommes. Toutes. Et celles qui ne sont pas faites aujourd'hui, c'est demain matin. Dans tous les domaines. Reconnaissance d'appareils, reconnaissance de la photo, reconnaissance des images. Les véhicules autonomes conduisent déjà mieux que les humains. Beaucoup mieux. Et moi, je n'entends qu'une chose, c'est les véhicules autonomes, au lieu d'avoir 1,5 million de morts sur les routes tous les jours, tous les ans dans le monde, ce qui est scandaleux, avec des imbéciles comme nous qui conduisons en buvant, en fumant ou en utilisant un smartphone, l'IA, elle ne fait pas ça. Donc c'est 100 fois mieux. Il y aura des morts avec l'IA automobile, mais il y en aura 100 fois moins. Donc c'est super génial. Et en termes de reconnaissance, juste on prend un exemple très, très célèbre, que tout le monde connaît un peu, au moins dans notre métier, qui s'appelle le jeu de Go. Le jeu de Go, c'est un jeu asiatique très complexe de stratégie. Il y a 3 ans, on disait aucune IA ne sera capable de jouer au Go. Elle a battu les champions européens d'abord, coréens ensuite, chinois ensuite, à plat de couture, 5-0. Et là où ça devient passionnant, c'est que nos amis chinois qui ont été traumatisés par ça, ont passé le traumatisme et utilisent l'IA Go pour former les joueurs de Go. Des nouvelles stratégies que personne ne connaissait. Donc ces outils imaginent des nouvelles façons de jouer que personne n'avait imaginées avant. Et c'est ça qui est... Donc on est déjà dedans tous les jours. Et ça ne fait que commencer. Et c'est exponentiel. La vraie question, c'est à quelle vitesse ça va et à quelle vitesse on va se faire dépasser. Ça, on ne sait pas. Myriam Lefkowitz. Oui, alors... Je suis assez d'accord avec une partie des choses qui ont déjà été dites ici, à savoir que oui, il existe de l'IA, oui, il y a énormément de travaux qui sont faits depuis les années 50 sur l'intelligence artificielle, donc ce n'est pas un nouveau domaine, contrairement à ce que certains industriels voudraient nous faire penser.
elle est artificielle, je suis d'accord, au sens où en fait elle reproduit des raisonnements et qu'on a réussi à identifier, donc des types de raisonnements, de reconnaître des données, reconnaître après des visages, pouvoir dialoguer comme dans les chatbots ou les assistants vocaux. En revanche, je pense qu'on ne peut pas aller vers l'idée de se dire, eh bien, on a des objets artificiels qui sont devenus intelligents. Je pense que c'est ça la différence. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, au sens de sa définition première par ces chercheurs dans les années 50, oui, on voit tous ces raisonnements qui fonctionnent dans ces systèmes. En revanche, on n'a pas d'autonomisation des objets. Et moi, je ne suis pas complètement d'accord pour dire que toutes les tâches possibles et inimaginables sont mieux faites par une machine actuellement. On a cité plusieurs fois les reconnaissances de visage depuis tout à l'heure. Il y a eu un scandale l'an dernier sur justement l'algorithme de détection des visages qui a identifié un singe comme étant une personne noire comme étant un singe et pas un humain. Donc bien sûr, c'était un scandale, on peut comprendre pourquoi. Et typiquement parce qu'on n'avait pas appris complètement à détecter. Et puis le système ne fait jamais que des calculs et de la comparaison. Et voilà ce qui s'est passé. Donc on voit bien qu'il y a quand même une limite. Voilà. Et de même pour les voitures autonomes, les véhicules autonomes. Je ne travaille pas personnellement sur ces sujets, mais j'ai un ensemble de collègues qui travaillent sur ce sujet en Europe et aux États-Unis qui disent que c'est quand même pas encore pour demain. Bien sûr, on progresse tous les jours, mais je ne serai pas dans ce discours qui dit que la machine fait déjà tout mieux que l'homme. Je pense qu'on a clairement besoin aussi de l'homme pour améliorer ces machines. Dimitri Nokovic, votre point de vue ? Mon point de vue, c'est que ce qui a été exposé initialement, c'est la question de la singularité. En fait, ce qui est exposé, c'est le fait que d'une IA qui atteint le stade de l'humain dans sa complexité et voire qui le dépasse du fait de ses capacités. Alors effectivement, la singularité, c'est pas pour demain, mais ça va venir. À ce jour, on est au stade d'une intelligence faible, c'est vrai. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que réduire l'intelligence artificielle au processus cognitif humain, c'est très réducteur. L'intelligence artificielle, en fait, c'est aussi la biomimétique. Il y a des espèces animales qui font bien mieux que l'humain. Et par ailleurs, au niveau même des humains, le modèle d'intelligence artificielle, ça viendrait à personne à l'idée de prendre comme modèle humain un débile mental. Et pourtant, le modèle de l'apprentissage profond qui s'appuie sur une répétition plusieurs milliers de fois, c'est en définitive ce qui se produit avec un débile pour apprendre. On ne se pose pas la question de savoir si l'intelligence artificielle correspond en fait à l'intelligence moyenne de la population. Et de fait, les ingénieurs qui conçoivent des IA ne sont pas des débiles, loin de là, ne sont pas nécessairement des surdoués. Et dans la majeure partie des cas, en fait, ils cherchent à reproduire ce qui se passe dans la tête de l'individu de la moyenne qui répète pour comprendre et apprendre. Mais personne ne s'est posé la question de savoir si les mécanismes cognitifs des très hauts potentiels pouvaient être reproduits. Et ça, en définitive, c'est ce sur quoi je travaille depuis les années 80. Et ça, c'est reproductible. Et donc, une intelligence artificielle qui combinerait finalement le meilleur de l'humanité, et là, on n'est pas sur du deep learning, mais on est sur du deep knowledge, et qui combinerait ça avec le meilleur des espèces animales, les abeilles, par exemple, eh bien ça, c'est un formidable outil. Et tous les chercheurs qui convergeraient vers finalement un bon modèle d'IA, tirant le meilleur parti des espèces vivantes, au sens large du terme, et qui combineraient finalement des capacités cognitives pour résoudre des problèmes, quelle que soit leur nature, au final, ça sera effectivement une super intelligence sociopathe. Parce que l'intelligence sociopathe, c'est finalement celle qui existe déjà aux États-Unis avec des IA qui simulent l'empathie. Mais ces IA sont-elles vraies ? Donc, de l'intelligence faible à l'intelligence sociopathe, il y a un pas.
Donc finalement, on va finalement tendre vers l'intelligence sociopathe. Et puis derrière, l'IA qui va être consciente, la machine qui va être consciente qu'il va y avoir une défaillance du fait de son environnement, une mauvaise manipulation. Le robot qui se fait martyriser par des testeurs sadiques, à un moment donné, est-ce qu'il ne va pas se dire « Attention, là, celui qui me donne un coup de bâton parce qu'il se défoule sur moi, est-ce qu'il ne va pas me détruire une pièce ?» C'est à partir de là que l'IA va commencer à prendre conscience de sa réalité. Et c'est à partir de là qu'elle peut se poser la question de savoir je suis, s'il y a du chemin à parcourir. Mais ça risque d'arriver plus tôt que ce que nous imaginons. Voilà une entrée en matière qui nous projette bien loin. Et ce qui est magnifique toujours dans notre intelligence humaine, c'est que quand on utilise un mot, on sait le qualifier. Je crois que c'était important déjà sur ces 3 premières étapes. Jacques, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être un micro, même si la voix de Jacques suffit à elle-même. Disons, moi, je serais assez d'accord avec ce qu'a raconté Halévy là, dans la vidéo, quoi. Et il y a un point qui n'a pas été souligné là, par mes prédécesseurs, c'est que derrière l'intelligence artificielle, il y a des machines, il y a des ordinateurs, quoi. Et les ordinateurs, entre le moment où on les a inventés, c'est pas si vieux que ça date des années 50, et en gros aujourd'hui, disons les années 2000, la puissance des machines a été en gros multipliée par 1 million. Et tous les problèmes dont on a parlé, en fait, c'est des choses qui se résolvent à coup de calcul. Donc le fait de pouvoir calculer 1 million de fois plus vite ou en quantité 1 million de fois plus que ce qu'on faisait dans les années 50, ça donne un formidable pouvoir d'accélération à calculer tout un tas de problèmes qui, comme disait M. Halévy, là, sont plus compliqués que complexes. Ça, c'est un phénomène majeur, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit essentiellement aux physiciens, hein. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il faut bien revenir aux fondamentaux. Alors maintenant, moi, ce que je constate là depuis déjà quelques années, c'est que tout ce qu'on appelait, il n'y a pas si longtemps que ça, les systèmes d'aide à la décision, par exemple, quand vous allumez la lumière chez vous, vous activez un gigantesque système de l'EDF qui fait des millions et des millions de lignes de code. On appelle ça aujourd'hui intelligence artificielle, quoi. Donc il y a une espèce de détournement du vocabulaire là qu'il faut, je dirais, bien remettre à sa place, quoi. On a également aujourd'hui des machines qui sont capables de calculer en parallèle, donc ça augmente encore la puissance de calcul pour résoudre des problèmes compliqués. Alors, par rapport aux choses qui ont été dites par mes prédécesseurs, là, par exemple sur les problèmes de reconnaissance, je pense que parmi vous, il y en a qui ont dû voir le film récent là, qui s'appelle Le Chant du Loup, où on voit un opérateur dans un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, là, français, qui est un opérateur humain qui décode les signaux acoustiques que le SNLE reçoit quand il est au fond de la mer. Donc cet opérateur, il travaille essentiellement à l'oreille. Ils sont formés à reconnaître les sons, ce qui va différencier une baleine d'un vrai sous-marin ou d'un vrai bateau. Et ça, c'est des opérateurs humains, quoi. Donc il ne faut pas l'oublier. Et le problème du jeu de Go, juste pour finir là-dessus, alors ça m'énerve particulièrement, parce que le jeu de Go, c'est un jeu ultra simple. Et mettez-vous à la place de Turing qui a résolu les problèmes combinatoires des messages de l'armée allemande. Alors le jeu de Go, on connaît l'équation de sa combinatoire, là c'est 10 puissance 170. Les problèmes que résolvait Turing, là, quand il a décodé les messages de l'armée allemande qui ont sauvé au passage des millions de vies pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est des combinatoires du style 50 à la puissance 4000. Donc ça fait 10 puissance 6-7000, quoi, si vous voulez. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que le Go. Et ça, c'est des cerveaux humains qui l'ont fait. Et je pense que c'est pas demain la veille qu'on aura des machines qui seront capables d'égaler Turing, quoi. Bien. Et ben, voilà, première session. La bonne nouvelle, avant de vous laisser voter, c'est qu'on a au moins une certitude.
c'est qu'il existe, qu'on l'a rencontré, qu'on ne sait pas exactement encore comment le définir, et ça va nous permettre de passer aux prochaines séquences. Le vote. Monsieur le procureur virtuel.